Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de disséquer un geste très banal de notre quotidien d'ère numérique, le selfie. Selon les spécialistes, ce n'est pas une simple tendance, c'est aussi une source d'analyse et de lecture de l'individu lui-même, mais aussi de la société. Que révèlent les selfies de notre personnalité? Allez-vous continuer à en prendre à la suite de cette émission? On se dit tout. Alors, le selfie, eh bien, on en parle dans quelques instants avec différents spécialistes. Sans oublier l'interview santé, on parlera du sportif du dimanche. Qui est ce sportif du dimanche et de quels conseils a-t-il besoin? On en parlera avec le docteur Samir Bensouda, médecin du sport. Restez avec nous pour les détails. Tout de suite. La psychologie du selfie, on en parle donc tout de suite avec Younes El-Hiaoui. Bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation. Vous êtes directeur des publications de Nafs Magazine et vous animez régulièrement un séminaire sur la question du selfie. Notamment. Et Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre psychosociologue. Oui. Donc votre spécialité analyse nos comportements en société. Voilà, nos comportements, donc le volet psychologique de nos comportements. Première question, le selfie, est-ce que c'est une photo comme les autres, Karima Rehani? Moi, j'ai une relation assez intense avec le selfie qui est pour moi une vraie en fait, image de soi. Mais c'est moi qui prends l'angle de vision en fait. Quand je prends un selfie, je décide l'angle de vision, je décide comment je vais être. Je n'ai pas de consigne à respecter dans quelqu'un qui va me prendre une photo. Et moi, je la considère comme une photo comme les autres. Oui, pour vous, c'est une voilà, photo comme pour moi, les autres. c'est une photo comme les autres, sauf qu'elle est plus personnalisée, j'ai plus de liberté à prendre cette photo comme moi je le sens. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme moi, il y en aura. Hein. C'est être adepte à un selfie. Je dirais modérément, je ne veux pas être très dans le jugement, mais oui, le selfie m'apporte moi beaucoup de belles choses. C'est une photo comme les autres. Pour moi, oui, c'est une photo comme les autres. Younes El-Hiaoui, photo comme les autres ou pas? Oui et non. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est une photo, tout court. Ensuite, ce n'est pas une photo comme les autres. Le terme selfie désigne une photo que l'on prend soi-même, de soi-même, et qu'on partage sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que là, on confond une simple photo prise et que je retrouve sur un album de famille. Ce n'est pas un selfie, en tout cas, si on voulait être puriste sur les mots. Oui. N'est selfie qu'une photo que nous avons prise de nous-mêmes, seuls ou en groupe, et que nous avons partagée sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une photo comme les autres parce qu'elle est liée au temps moderne. Elle est liée à la technologie, Oui, à la absolument. virtualité, au digital et aux réseaux sociaux. Et à ce qu'on en fait exactement, on va venir à ce point qui est très important. Alors au Québec, on traduit le selfie par égo-portrait. Oui. Est-ce que ça vous parle, égo-portrait, justement? Ils disent autoportrait, mais aussi égo-portrait. Et j'ai trouvé ça quand même... c'est parlant. Ça t'a interpellé. Oui. Écoute, personnellement, ça risque de surprendre. Moi, j'élargirais bien le sujet à la photo qu'on prend de soi en général, qu'on la prenne avec notre smartphone comme ça, ce qu'on appelle un selfie ou pas. Se prendre une photo de soi, sommes-nous dans l'ego? D'abord, pourquoi l'ego a cette dimension aussi péjorative? Oui. On a tous un ego à nourrir. Parfois, lorsqu'il est surdimensionné, à retravailler, mais l'ego fait partie de la construction de l'identité. Le selfie comme d'autres choses. En tout cas, il y a une technologie qui a changé les choses, c'est la caméra frontale. Ça, c'est véritablement l'innovation technologique qui va permettre à tout un chacun de se prendre en photo. Il est loin le temps où on donnait notre appareil photo à un passant, on lui disait « Est-ce que ça vous dérange de prendre une photo de moi ?» Mais on continue parfois à le faire, à donner son téléphone, son smartphone. Mais en réponse à ta question, Yasmine, c'est que voulez-vous prendre une photo de moi? C'est-à-dire, ce phénomène selfie est encouragé, est accentué parce que les réseaux sociaux le permettent. Mais cet ego dont tu parles a toujours été là. Prenez une photo de moi. C'est moi sur la muraille de Chine, c'est moi au-dessous de la Tour Eiffel, c'est moi avec ma famille. Sauf que je n'avais pas le bras assez long ou la caméra frontale qui pouvait le faire maintenant. Je le demandais à d'autres. Moi, je ne suis pas choqué du tout par le selfie. Au contraire, je crois qu'il dit bien des choses de nous.
Je dirais, pour rebondir sur ce que dit Younes, par rapport à un selfie qui est lié aux réseaux sociaux, c'est vrai. Maintenant, l'ego-portrait, c'est quoi? En fait, dans l'ego, il y a de l'estime de soi. Et moi, quand je prends un selfie de moi, je le mets sur les réseaux sociaux, bizarrement et indirectement, j'attends les réactions des autres. Et ces réactions, s'ils sont nombreuses, avec beaucoup de compliments, ça va nourrir mon ego et par conséquent nourrir mon estime de moi-même, et ça pourrait me guérir si j'ai un souci quelque part d'acceptation de soi. Guérir est un grand mot quand même. En fait, ça pourrait soulager. Ça pourrait, c'est du conditionnel. Soulager. Soulager. Nuançons, oui. Et ça pourrait peut-être me donner plus de possibilités d'acceptation de mon image. N'oublions pas qu'un selfie, quand il est pris comme ça, on paraît plus mince peut-être, parce qu'il y a des angles de vision. Il faut donner les codes, parce que beaucoup de personnes cherchent les codes. Voilà, et surtout, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce miroir qui me transmet l'image de moi-même qui est réelle. Et peut-être que je n'arrive pas vraiment à déchiffrer qui je suis. Et le selfie, il a des angles de vision qui pourraient me donner l'image que je souhaite avoir et non pas l'image que j'ai. Et c'est pour ça que pour un selfie lié aux réseaux sociaux, réaction de l'autre, comment l'autre me voit, comment l'autre va me juger. Et puis, il faut aussi dire que le selfie pourrait avoir des réactions négatives. Comme des réactions on va analyser tout ça au fur et à mesure. Alors, Younes, vous l'avez dit en début d'émission, si on veut être vraiment puriste sur le choix des mots, un selfie, c'est une photo qui est prise par soi-même, de soi, et ensuite postée sur les réseaux sociaux. Mais dans le langage commun, un selfie, c'est une photo prise par soi, sans le volet peut-être réseaux sociaux. Alors justement, est-ce qu'on peut dire que tous les selfies se ressemblent? Est-ce qu'on va, pour vous les spécialistes, est-ce que vous les analysez tous de la même manière? Si je prends une photo de moi-même seule, on va dire, sans essayer de créer un personnage, est-ce que c'est la même chose qu'un selfie que je vais prendre en essayant de me donner une image particulière, ensuite que je vais poster pour rechercher des réactions? Alors, moi, je crois que le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est d'isoler le phénomène selfie. C'est de prendre le selfie tout seul et l'analyser comme une espèce de phénomène égocentrique, etc. Le selfie rentre dans un mouvement de société, sans vouloir faire de la philosophie bas de gamme. En tout cas, il y a un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire, il est évident... Il faut qu'on accepte qu'on est passé du règne du langage, c'est-à-dire l'écrit, au règne de l'image. Le selfie rentre là-dedans. Ce que je pouvais dire de moi avec des mots, ce que je pouvais raconter de moi avec des biographies, des autobiographies, des croquis, etc. Maintenant, le selfie le raconte. Autre changement de paradigme, c'est l'immédiateté. C'est qu'avant, je prenais une photo. J'attendais, je développais, je sélectionnais et ce n'était pas partageable. J'attendais que les gens viennent à moi pour que je puisse leur montrer une photo. La technologie aujourd'hui permet l'immédiateté. Elle permet surtout, c'est extraordinaire, d'être au cœur de l'action. Le selfie, il dit ça. Au moment où je suis au cœur de l'action, je prends cette photo de moi au cœur de l'action. Le selfie a replacé l'être humain au cœur de ce qui se passe dans son environnement. Alors que jusque-là, on a cette image des Japonais ou des Chinois qui se baladaient, qui prenaient des petites photos, tac, 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 en rafale. Ils n'étaient pas au centre, ils prenaient ce qui se passait autour d'eux comme des touristes classiques. Maintenant, est-ce que c'est une photo réfléchie ou est-ce que c'est un personnage créé, comme tu dis? Moi, personnellement, je ne passe pas mon temps à analyser. En tout cas, mais je vois quel ressenti j'ai. On voit qu'il y a plus de superficiel avec le selfie. Avec l'apparition du selfie, il y a eu plus de superficiel. Et en même temps, est-ce que c'est presque une question en fait que se pose une génération, mais que ne se posera jamais une autre génération, et même de téléspectateurs, du selfie. C'est-à-dire, dans quelques années, ça va être normal. C'est juste normal. Mais bien nous, sûr. On est... Voilà, c'est... Mais qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui te gêne, Yasmine? Quel côté superficiel on parle? Est-ce vraiment superficiel? Même côté superficiel... Si je me maquille, je pose, je construis ma photo, etc., ce n'est absolument pas superficiel. Ça raconte beaucoup de choses de moi. Cette construction, cette création raconte des choses de moi. Lorsqu'il n'y a pas de création et de superficialité, c'est une vérité. Moi, le débat, c'est est-ce que... Mais c'est la mise en vitrine que je souhaite aussi soulever avec vous aujourd'hui. Oui. On le voit, c'est-à-dire avant, même les stars ne se mettaient pas à l'avant comme aujourd'hui. Il y avait une forme de discrétion, il y avait une forme, on va dire, de starification. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre un selfie comme une star. Bien sûr.
Et donc, c'est presque une mise en vitrine de son intimité. Eh bien, alléluia, je dirais. Démocratisation du star system. Les stars elles-mêmes étaient dépendantes d'un public, d'une maison de production, de la presse, de photographes. Aujourd'hui, et je crois que c'est l'une des choses les plus importantes que je suis venu dire aujourd'hui, c'est que grâce au selfie, je ne suis plus dépendant des médias, je suis le média. Puisque je peux prendre une photo en me mettant en scène comme je l'entends, comme je le fantasme, comme je le rêve, et je diffuse, donc je suis le média. Oui, et il y a aussi le contrôle sur l'image, hein, parce que le selfie, avant même d'appuyer sur le bouton, je vois le profil, est-ce que ça me va, est-ce que ça ne va pas, non, attends, mes cheveux ne vont pas bien, attends. Alors qu'avant, toutes ces questions ne se posaient pas, hein. On se mettait devant une photo pour prendre une photo et en fait, le selfie, on se posait moins de questions. Non. Le selfie, pour moi, n'est pas tout le temps une mise en valeur. Il y a des jeunes qui veulent juste se prouver quelque chose, montrer ce qu'ils font. Pour moi, ce n'est pas toujours lié à la star attitude. Hein. Parce que moi, je peux avoir quelqu'un qui m'aide à la maison, qui aime avoir des selfies de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Moi, je l'encourage. Si ça lui fait du bien, allons-y. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine exhibition, tu veux dire, Yasmine, c'est ça ? Exhibition de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on peut faire. Pourquoi pas si on est passionné ? Pourquoi pas si on veut véhiculer quelque chose? Et pourquoi pas si on veut juste tout simplement se faire plaisir? Quelqu'un disait il y a quelques siècles de ça, je pense, donc je suis. Il y a beaucoup de littérature justement autour du selfie qui disent je selfie, donc je suis. Je suis, absolument. Mais parce qu'au-delà de la construction, de la superficialité, de l'ego dont on parle, c'est d'abord regardez-moi, j'existe. Exact. Regardez-moi, je suis là. Je ne suis plus une espèce de fantôme qu'on croisait par hasard entre deux rendez-vous. Je suis là, j'ai une activité, j'ai une vie de famille. Donc la personne en a besoin. Ah ben oui, de toute façon, c'est un besoin de visibilité, c'est un besoin de lumière, c'est un besoin d'existence, mais qui n'est pas critiquable. À mon sens, moi j'ai d'autres choses à critiquer. On ne critique pas, on analyse, on essaie de comprendre. J'ai des choses à critiquer personnellement pour le selfie en général, mais en tout cas, pas ce besoin qui est inné, qui est humain, de dire « Regardez-moi, je fais partie d'une famille, je fais partie d'une société, je fais partie d'une équipe professionnelle. » Moi, ce que je pourrais dire, en fait, pour rebondir, ça pourrait peut-être, pour une autre je sais pas, couche sociale, je ne parle pas financièrement, intellectuellement parlant, il y en a qui refusent de s'exhiber, et quand l'autre s'exhibe, ça les dérange. Pourquoi ça les dérange? Parce qu'ils se disent « Il n'a pas à me raconter sa vie toutes les 2 secondes, je ne suis pas censé connaître ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. » Maintenant, ces personnes, en général, choisissent de ne pas être sur les réseaux sociaux. Ils y sont, mais quand même, il y a des critiques. Ils y sont, enfin pas en pourcentage. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'être humain, en lui-même, il est narcissique. C'est-à-dire que il s'aime. Alors, quand il s'aime, de nature, il s'aime. Maintenant, c'est la société, en fait. Rousseau a dit un jour, l'homme est né bon, c'est la société qui l'a corrompu. Il n'a pas dit ça comme ça. C'est-à-dire que le reflet de la société, il pourrait nous donner l'image qu'on est moche, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas confiant. Et puis, moi, je ne sais pas, je défends pas on va dire la mode selfie ou la philosophie selfie. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous est donné gratuitement. Il suffit d'avoir un téléphone et on peut aller de l'avant pour avoir plus de, je sais pas, avoir une vie. Mais le selfie, en fait, est à analyser en strates. Ce qu'on est en train de dire, c'est pas tous les selfies sont top ou tous les selfies sont mauvais. C'est la relation qu'on a avec le selfie, ce qu'on en fait, ce qu'on en attend. C'est vrai, c'est pratique de se prendre seul en photo. C'est vrai qu'on peut partager avec des amis et c'est vrai que ça peut rendre service à certaines personnes de montrer qu'elles existent. Mais il y a aussi des dérives quand même. Bien sûr, évidemment, bien sûr qu'il y en a. Il y a plusieurs dérives d'ailleurs. Il y a une addiction au selfie, il y a une addiction parce qu'on ne fait pas un selfie, souvent il n'est pas fait gratuitement. On fait un selfie parce qu'on s'attend peut-être à un retour. Ce qu'on appelle les likes aujourd'hui. Autrement dit, dans une autre société, on aurait interprété ça comme l'importance du regard de l'autre sur moi. C'est-à-dire alors, la dérive, justement, c'est que je partage, que je poste et que j'attende un retour. La dérive, pour aller plus loin, c'est que, vous savez, tout le monde a besoin d'amour, Yasmine. Tout le monde a besoin d'amour. On est dans une société moderne, on n'arrête pas le progrès, elle est comme elle est, qu'on l'aime ou pas. Le nombre de likes, pour beaucoup, devient une preuve d'amour. Plus je reçois de likes, plus je me considère comme étant aimé. Voir une preuve d'existence. Ça, c'est bien, ça nourrit l'ego, etc. Non, le problème, c'est le contraire. Lorsque je m'attends à un nombre de likes et que je ne l'atteins pas, ou je n'en reçois pas, et bien là, si ça m'envoie dans une déprime, dans une dépression, dans un mal-être, parce que j'interprète ça comme les gens ne m'aiment pas ou ne m'aiment plus
où je ne suis plus important à leurs yeux, là, c'est une dérive. Une dérive qui me paraît encore plus vicieuse, c'est que le selfie, c'est l'anti-carpe diem. Vous savez, on parle de carpe diem, c'est vivre le moment présent, cueillir le moment présent. Et bien, au moment où je vis un moment qui est précieux, que je considère comme émotionnel et je prends plaisir à le vivre, au moment même où je décide de prendre un selfie, je ne suis plus dans l'instant présent. Je suis dans l'instant futur. Je suis dans, si cet instant présent, je pouvais le capturer, le partager, qu'en penseraient les autres? Hop, c'est le tu carpe diem pour moi. Et c'est probablement ce que je reproche le plus. Que prendre une photo d'un moment de plaisir, de bonheur. Oui. Une photo standard, classique aussi, plutôt que standard classique. Absolument. En tout cas, le selfie a rendu encore plus simple d'arrêter ce moment-là et de ne plus, imaginons que je sois seul dans un paysage et qu'auparavant, j'avais personne pour me prendre dans ce paysage en photo. Le fait de pouvoir faire des selfies, ça rend ça. Le problème de l'autre, la dépendance à l'autre n'existe plus. Et moi, je tiens beaucoup à cette notion d'ici et maintenant, de vivre le moment présent. Et la décision que je viens de prendre, de me prendre en selfie, je viens de tuer le moment présent. Je pourrais peut-être y revenir avec difficulté ou avec facilité selon les gens, mais il y a quelque chose qui est suspendu, il y a une émotion qui est suspendue, le temps de la partager, et puis je pourrais éventuellement y revenir. Replonger. Voilà. Alors, on parle de selfie, mais on peut aussi parler de ce preneur de selfie. Oui. Et on est nombreux. Et c'est peut-être aussi ça qui est à analyser. Qui sont ces preneurs de selfies? Qui a besoin? Qui prend? Qui a besoin de prendre? Et qui a besoin de prendre et de partager? Selon vous, il y a des personnes qui ne sont pas en fait dans le besoin. Ce sont des personnes qui sont passionnées par la photo, par l'image d'eux et d'autres parfois. On est dans une... L'image de soi, ça c'est aussi important, on en parlera. L'image de soi, c'est très important parce que on peut être en compagnie d'amis et juste un seul qui se lève, il se dit, il ne veut pas prendre une photo de lui, mais de tout le monde. Tout le monde, oui. Là, ça montre que le selfie n'est pas toujours individualiste, il peut être un moment, c'est-à-dire cueillir, comme dit Younes tout à l'heure, ce moment authentique, instantané, qui va devenir dans le futur, dans peu de temps... Un souvenir. Oui, mais un souvenir. Alors, ça de un. De deux, il y en a les professionnels qui prennent des selfies, parce que c'est du marketing et c'est de la pub gratuite, et c'est quelque chose, les réseaux sociaux nous offrent ça. Pourquoi ne pas en profiter de bon séant? Parce qu'il faut dire aussi que c'est quelque chose que si on est très intelligent, on va pouvoir peut-être avoir cette réputation bien faite, structurée via le selfie. Et il y en a des gens, en fait, je suis en train de donner enfin, il n'y a pas de classement, il y a de genre de personnes. Il y a d'autres personnes qui suivent la mode. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont dans le selfie parce que je dois rentrer comme tout le monde. Si je ne fais pas comme l'autre, je ne peux pas en fait ressembler à ce que moi j'adhère à être. Et moi je dis que le selfie, actuellement, c'est vraiment à utiliser pour un bien-être personnel. Je sais pas. C'est-à-dire que le selfie, il peut me donner une manière d'être instantanée de mes réalisations. Il me donne une valeur à ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas le selfie qui donne ça, c'est les réactions des autres, Karima. Ça peut ne pas réagir, mais est-ce que je le fais pour moi ou pour l'autre? Ça dépend. Justement, c'est la question à poser. Younes, je vais moi te poser une question. Est-ce que nous, par exemple, dans notre domaine, est-ce qu'on fait ça pour nous ou pour les autres? Moi, je vous assure, je ne suis pas sur mes likes tout le temps, mais je cherche à la fin... qui sont les personnes qui me suivent. Pour être honnête, parce que chercher les likes... C'est ce self-brandé aussi? C'est du self-branding, c'est du self-branding. Vous en pensez quoi, Younes? J'en pense... C'est de l'auto-branding? J'en pense que... Moi, naturellement, c'est un tsunami, d'accord? Le selfie, c'est pas quelque chose qu'on pourrait arrêter. On pourrait décider de s'en soustraire, d'accord? Mais on ne pourrait pas l'arrêter. En revanche, ce que je recommande... Le travail que j'essaie de faire, c'est qu'est-ce qu'il dit de moi? C'est que ce ne soit plus des selfies farfelus, gratuits, overdoser les gens qui nous suivent avec des selfies. Personnellement, quand j'en poste, alors je poste rarement des selfies, mais en tout cas, j'ai un post par jour, jamais deux. Parce qu'il y a aussi une recherche de qualité, d'accord? Ça n'a aucun sens, je crois que ça n'intéresse personne, ce que j'ai pris pour mon petit déjeuner, à moins que ce soit exceptionnel, mais alors, justement, vous dites, ça n'intéresse personne, ce que j'ai pris pour mon déjeuner, ce que j'ai fait pour mon déjeuner, etc. Je pense, pour moi. Vous pensez, vous êtes directeur des publications de Naps Magazine, c'est pour ça que vous êtes avec nous. Oui. Donc, vous pouvez donner un avis, on va dire, fondé professionnel.
Qu'est-ce que ces personnes recherchent? Une personne qui recherche à poster plusieurs selfies par jour, de différents instants de sa vie, qu'est-ce qu'elle recherche à communiquer? Elle communique beaucoup de choses. Moi, je suis ici pour parler du selfie constructif, peut-être du selfie engagé, du selfie drôle, du selfie qui donne de l'émotion, qui me dit quelque chose véritablement de ma journée, une pensée, une réflexion. Parce que l'image, oui, elle est là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que je ne vois pas à l'image? Comment je peux soutenir? Moi, le selfie que je défends est un selfie qui est accompagné par des mots, d'accord? Donc, en fait, vous défendez un type de selfie, mais pas tous les selfies. Non, je ne défends pas l'overdose de selfies. Je ne défends pas l'exhibitionnisme. Je défends encore moins le voyeurisme. Oui. On voit les dérives, pour ne pas la citer, Kim Kardashian, je crois qu'il y a juste des centaines de millions de fans dans le monde. Moi, la question, c'est pas qu'est-ce qu'elle recherche, elle, parce que je pense qu'elle a obtenu beaucoup plus que ce qu'elle recherche, de la célébrité, de la fortune, etc. La question, que recherchent ceux qui regardent les selfies des autres? Pour moi, ça me paraît être une question intéressante. C'est-à-dire ceux qui se mettent dans du voyeurisme, mais moi, ça ne m'intéresse pas ce que j'ai pris pour mon petit déjeuner. Alors, si quelqu'un, ça l'intéresse passionnément de savoir Younes ce qu'il a pris pour le petit déjeuner, je me pose la question sur la personne. Le selfie que je le défends comme étant une œuvre d'art. Voilà. Vraiment, j'assume le selfie comme une œuvre d'art. De soi? Une œuvre d'art de la société. Vous savez, ça paraît ridicule. Mais ça paraît j'adore un peu difficile, mon ami Dressa Verken qui défend la théorie de historiquement. D'abord, ça paraît ridicule. Ensuite, on se dit « Ah, c'est très dangereux ». Et ensuite, ça paraît évident. Il est évident pour moi que le selfie est une œuvre d'art, est un autoportrait de la société d'aujourd'hui. Voilà, mais il est très important aussi d'expliquer aux téléspectateurs qu'on parle d'un selfie averti. Un selfie averti, c'est-à-dire accompagné de mots, véhiculer une idée, véhiculer une valeur, véhiculer quelque chose de très puissant, et pas on ne va pas dire le selfie vide, parce que chacun a ses compétences, moi je ne juge personne, mais c'est vrai que ce selfie averti, il peut dépasser l'œuvre d'art, il est exceptionnel pour moi. Oui. Voilà. En fait, ce que vous dites, c'est qu'un selfie, on ne peut pas faire... on est dans l'ère du numérique. On est dans l'ère où l'on peut se prendre en photo, seul. Et on peut poster instantanément. Mais il faut savoir le faire. Il faut penser à la raison derrière. Il faut que ce soit constructif. Il ne faut pas mitrailler les gens de photos inutiles. Mais la personne qui fait ça, justement, qui est cette personne, Karima Rehani? La personne qui multiplie les... Oui, absolument. Je ne suis pas dans le jugement, mais je vais quand même m'exprimer. Mais vous êtes psychosociologue. Oui, je vais vous n'êtes pas dans le jugement. C'est pour ça que j'ai précisé ça aussi pour Younes. Vous êtes des spécialistes. Merci. Mon avis, il me revient. Je dis qu'elle a besoin... C'est votre avis de psychosociologue. Elle a un besoin réel de s'affirmer et elle n'a trouvé que cette manière-là. C'est-à-dire que s'exhiber de cette manière et que ça soit agaçant pour des gens avertis, entre guillemets, ne pourrait que définir ou montrer ou démontrer un malaise à l'intérieur. Parce que qui a besoin, franchement, moi ça m'arrive sur Instagram parfois de prendre une fleur en photo, de la poster, elle veut dire quelque chose pour moi. Mais si ces personnes-là, ils ont besoin, le matin tu as leur petit-déj. Oui. Avec moi et avec la fleur. Ils ont besoin de montrer le petit-déj, ou ils sont dans une soirée. Ça dépend de ce qu'ils ont envie de communiquer, de guérir à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'appelle j'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de démontrer quelque chose, et j'ai besoin de montrer à l'autre qui va me juger sur qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je mange, où je suis. C'est un phénomène de société. C'est un phénomène de société qui est maintenant de plus en plus ridicule, parce que la minorité avertie, elle essaie un peu quand même de guider les gens, mais la plupart, comme on dit Kim Kardashian ou d'autres, ce sont des gens qui nourrissent chez l'autre l'exhibitionnisme, par exemple. Et je vais démontrer, je vais m'acheter le même sac, qu'il soit faux ou vrai, mais je vais quand même prendre un selfie avec, et je pense à Kim Kardashian parce qu'elle m'influence, elle veut s'affirmer, elle veut montrer quelque chose. Il y a un manque quelque part. Vous êtes d'accord, Younes ? Qu'il doit y avoir un manque quelque part ? Il y a un petit souci quelque part ? Personnellement, je n'utiliserai pas le mot manque, je parlerai de besoin. D'accord ? Parce que nous sommes construits sur des besoins psychologiques. Nous le savons, la pyramide de Maslow a évolué, mais nous avons des besoins, parmi lesquels, quand il s'agit des réseaux sociaux, le besoin de s'affirmer, le besoin de visibilité, le besoin d'afficher ses réalisations. Et moi, en tant que coach, je célèbre les réalisations. Je célèbre les réalisations des autres et j'encourage les gens, je l'ai déjà dit sur ce plateau, lorsqu'ils ont des réalisations, d'en parler,
ce n'est pas de la frime, mais c'est de l'affirmation de soi. Si ça peut nourrir une confiance en soi, ou encore mieux, si ça peut nourrir une estime de soi, c'est formidable. Mais le selfie que j'essaie de proposer... Ça peut donner un modèle aussi aux autres, parce qu'on parle beaucoup Eh bien oui. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas assumer? c'est... Bien sûr, pourquoi ne pas assumer pour ceux qui ont un talent, qui ont quelque chose à dire, qui ont une pensée, qui ont une réflexion, qui ont un véritable don, un talent, pourquoi ne pas assumer ce rôle de quelqu'un qui inspire, de quelqu'un dont les autres peuvent s'inspirer? Absolument. Alors, mais de façon structurée. Bien sûr, mais le selfie n'est autre chose que l'autoportrait. Vous savez, l'autoportrait a toujours existé. Hein, ça fait des siècles qu'on retrouve chez les peintres. Les rois ont fait ça, les hommes de pouvoir, les femmes, les maîtresses de rois. Et les peintres eux-mêmes, quand on voit les œuvres de Van Gogh, par exemple, ou de Frida Kahlo, eh ben, on est dans l'autoportrait. La technologie à l'époque ne le permettrait pas, peut-être. Peut-être que Van Gogh aurait fait des selfies de son oreille coupée lorsqu'il a fait. D'accord. Ça, c'est les bienfaits du selfie. Ça, c'est... Bah oui, si alors, à l'époque. Ce que quand même je peux essayer de dire à travers la mise en scène, ma mise en scène dans un selfie, je vous propose d'en parler juste après une courte pause. On reste ensemble pour ce sujet finalement qui nous réserve pas mal de surprises. La psychologie du selfie, on continue la discussion avec deux spécialistes, Karima Rayhani et Younes El-Hiaoui. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau d'On se dit tout pour continuer cette psychologie du selfie. On disait que ce phénomène de société est devenu normal, naturel, mais est-il justement aussi simple que cela? Eh bien, les spécialistes Younes El-Hiaoui, directeur des publications de Nafs Magazine, et Karima Rayhani, psychosociologue, nous en disent un peu plus. On n'oublie pas aussi l'interview santé en fin d'émission consacrée aux sportifs du dimanche. Quels conseils et quelles recommandations avec le docteur Samir Bensouda. On revient sur cette mise en scène. Un selfie parfois est pris, souvent on va dire est pris de façon spontanée, mais parfois il est aussi il y a une mise en scène. Il perd complètement de sa spontanéité, il perd complètement... Enfin voilà. Vous en pensez quoi de cette mise en scène du selfie? Ou pour le selfie? Eh ben, je pense le fait que ce ne soit pas naturel. Mais c'est naturel, encore une fois. C'est dans notre nature. Je me demande qu'est-ce qui n'est pas naturel. Absolument. Je vais faire ça, je souris, c'est moi. Évidemment. C'est aussi dans ma nature, si je suis perfectionniste, idéaliste ou esthétique ou artiste, c'est dans ma nature que de préparer un selfie avant de le prendre. Ok, alors je vous pose la question différemment. Aujourd'hui, les smartphones permettent la possibilité de se prendre en photo avec ce qu'on appelle l'option Beauty Face. D'accord, donc ça c'est la jeune femme qui confirme. Cette beauty face, en fait, elle permet d'améliorer les traits, d'embellir le teint instantanément. Ça, c'est un selfie qui n'est pas naturel. Est-ce que c'est une dérive ou c'est, on va dire, on suit la technologie? Ce que la technologie nous propose, allez, puisque c'est la technologie, ça fait partie de la société et on y va. Eh bien, non. Alors, vous en pensez quoi? Alors, je vais te répondre. Dire naturel ou pas naturel, en tout cas moi, je me le permettrai pas parce que je vais être dans une projection d'un jugement. Maintenant, est-ce moins naturel que de se maquiller? Est-ce moins naturel que de se brosser les cheveux avant de sortir? Pour ces messieurs de porter une cravate? Pour ces dames de choisir leur joli chemisier? Nous faisons au quotidien un tas de gestes, d'accord, qui sont pas très naturels, qui vont améliorer, optimiser, d'accord, maquiller un petit peu la réalité de notre réveil, et c'est tant mieux. Ça fait, voilà, on joue un peu sur l'image. À quoi ressemblerait une société qui va au travail comme elle se réveille? Oui, ce serait sympa. On ressemblerait à l'homme, à la femme préhistorique. Pourquoi pas pour les hippies, mais dans un monde moderne où il y a des masques sociaux, d'accord, avant d'arriver. Moi, j'ai fait 15 ans de communication. C'est pas vrai que le selfie est venu avec... on a toujours retouché les images avant. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais. Ça fait partie du jeu de l'image. Vous étiez dans la pub avant? J'étais consultant en communication. Mais bien avant encore, l'image a toujours été accompagnée par une retouche image. Sinon, si ça me dérange, je n'ai pas à rentrer dans le jeu de l'image et tout va bien. Ok, oui, Karima, bien sûr. Je vais parler par rapport à quelles sont les conséquences néfastes on retouche des photos sur les réseaux sociaux. Les jeunes actuellement, quand ils retouchent ces photos tout le temps, ils les mettent sur les réseaux sociaux. Un recruteur, par exemple, en parlant de e-réputation, il va rechercher son profil Facebook, il va voir en fait que c'est très retouché. Voilà, est-ce qu'elle correspond à être hôtesse de l'air ou pas? Et puis pour certains métiers. Le jour
J, en recrutement, on voit une autre personne qui n'a rien à voir avec l'image qu'on s'est faite d'elle. Moi, je dis, il ne faut pas trop retoucher. Garder l'authenticité. On ne peut pas, parce que pas tu as les outils pour ne pas garder l'authenticité. Mais quand même, ne pas trop s'éloigner de qui nous sommes, embellir, mais non pas exagérer, être acceptable, beau si on veut, mais ne pas mentir. Il faut être honnête quand même, parce que je ne dirais pas, je parle aux jeunes, hein, parce que les personnes qui sont matures dans ils attendent en fait, ils ont déjà créé leur image, ils n'ont pas de compte à rendre. Okay. Mais les jeunes, mais alors, un peu d'authenticité. Vous disiez, Younes El-Hiaoui, si on a un problème avec l'image, autant s'éloigner du selfie. Prendre une photo, prendre un selfie et ne pas le poster, ne pas le partager sur les réseaux sociaux. Vous avez des adeptes du selfie au sens large, au sens vrai du terme, photo que je poste pour chercher les réactions, et ceux qui se prennent en photo sans rien poster. Ok. Il y a une différence entre les deux ? C'est une question de choix, je crois. Karima parlait d'authenticité. L'authenticité, c'est aussi de vouloir partager ou pas. Ça a démarré. Les réseaux sociaux sont faits pour que je puisse partager des choses. Si ça ne m'intéresse, alors parce que j'ai des amis, ou j'ai une famille lointaine, ou j'ai des collègues, ou j'ai une image à entretenir, ou j'ai un business à faire tourner, il y a plein de bonnes raisons, entre guillemets, de le faire. Les mauvaises raisons sont l'addiction, ce besoin d'un amour infini, où je commence à tomber dans une dépression lorsque j'ai pas assez de likes. Ça arrive, ça ? Bien sûr, évidemment que ça arrive, et ça fait partie des codes de cette jeunesse, ce qu'on appelle les digital natives, qui sont nés dans un monde où l'amour est également exprimé par des likes. Ça, je ne peux pas cautionner personnellement. En revanche, lorsqu'on tient à son image ou lorsqu'on pense qu'on a quelque chose à transmettre, qu'on a des choses à inspirer, pourquoi pas ? Mais en tout cas, regardez, il y a selfie et selfie. Évidemment qu'il y a selfie et selfie. Et le selfie qui dérange, c'est le selfie qui ne raconte pas autre chose. Mais moi, ce qui me fascine, c'est pas tant ce que je ne vois, ce que je vois dans un selfie, mais ce que je ne vois pas. Ce qui me fascine en tant que directeur de la publication, ou en tant que consultant en développement personnel ou autre, c'est qu'est-ce qu'il dit de moi. Lorsque un ami ou une amie de moi poste quelque chose, qu'est-ce que ça raconte d'elle ? Qu'est-ce qu'elle me dit consciemment et qu'est-ce qu'elle me dit inconsciemment ? Que ce soit construit ou que ce soit pas construit, ça raconte une histoire. Et qu'il n'y ait pas du tout de selfie, eh ben, ça dit quelque chose de la personne qui n'en poste pas. Tout est parlant. Tout est éloquent et c'est ça qui est fascinant. Mais ce qui me fascine dans le selfie, c'est ces messages qui me tiennent à cœur. D'abord, un message de liberté. Je suis libre de poster ce que je veux, comme je le souhaite. Un message d'autonomie. Je n'ai plus besoin de personne, comme disait la chanson sur ma Harley Davidson. Là, j'ai plus besoin de personne avec mon selfie. Je suis autonome. D'accord ? Et puis, j'existe. Ça me touche beaucoup que des gens, même en postant des choses qui peuvent paraître futiles, eh ben ils sont en train de dire, c'est ça que je trouve touchant, souvenez-vous de moi, je suis là. C'est un petit appel ? Évidemment que c'est un appel. Évidemment. En tout cas, il n'y a aucun geste gratuit, parce que le selfie n'est pas une photo qu'on a prise de nous et qu'on a postée à notre insu. Le selfie est une photo que nous avons nous-mêmes prise de nous-mêmes et que nous avons postée donc en conscience. Donc c'est un acte qui est réfléchi. Par rapport à la génération actuelle, les digital natives dont vous avez parlé, Younes El-Hiaoui, l'approche est différente. Nous, on en parle, on va dire, du point de vue de ceux qui sont nés avant l'ère du digital et toutes les questions qu'on se pose avec. Là, c'est différent. Ces jeunes sont nés pendant cette ère-là, ils ne connaissent que ça, et vous l'avez dit, il y a aussi l'affection et l'amour des autres que je valorise à travers le nombre de likes que j'ai eu. Et c'est peut-être ça le plus grand danger, et c'est peut-être ça aussi les plus grandes dérives. Indiscutablement, c'est vrai. Mais bien sûr, de toutes les manières, cette génération-là, elle est baignée dans ça. Elle ne va pas se poser trop de questions comme nous le faisons maintenant, parce qu'à un certain moment, ça va être du naturel, quelque chose qui se fait. Et puis c'est comme ça, tout le monde le fait. Maintenant, moi, ce que je discuterais, est-ce que le selfie est toujours quelque chose qu'on mettrait sur les réseaux sociaux? Quand je prends un selfie de moi-même, bon, j'en ai beaucoup que je garde pour moi, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas instantané que je mette. Ça peut être, ça m'a pas plu, ou ça peut être juste quelque chose qui m'intime à moi, que je ne veux pas partager. Parce que, mis à part le selfie qui est accompagné par un texte, l'image est parlante. Je peux mettre Mais tous les selfies, pardon, sont des actes réfléchis.
Oui, c'est ils sont exactement tous, ce qu'on est en c'est train clair. de dire. C'est pour ça qu'ils sont tous porteurs d'un message. Et vous savez quoi? Beaucoup des détracteurs, entre guillemets, du selfie pensent que c'est une question de visage et se prennent pas eux-mêmes où on voit leur visage. Mais par contre, on va voir leurs orteils en train de bronzer ou à côté d'une cheminée. C'est un selfie aussi. En ce qui me concerne, oui. Ouais. Je suis en train de partager un moment que je considère comme étant assez important pour moi ou assez précieux pour le partager avec vous. Et c'est OK aussi pour moi. Je Et confirme. ça reste un selfie. Oui, Que ce soit des orteils ou des des orteils doigts face de à main. la mer. Moi, je l'ai fait. Orteils face à la mer dans une plage déserte. Je partage que c'est une splendeur. Il n'y a personne, il n'y a que moi, mes orteils Mais alors et la justement, mer. Je sais psychosocial- pas, ça m'a parlé. Pardon moi, ça Karima, mais Oui. psychosociologue que vous Oui. êtes, on Oui. voit aussi beaucoup de selfies des orteils. Ça dit quoi, les orteils? Pourquoi les orteils? Pour moi, je vais décrire ça en tant qu'averti. Pour moi, c'est le cheminement vers quelque chose. Je vais vers quelque chose. Je suis, je sais pas, c'est mes pas. Pour moi. Maintenant, quelqu'un d'autre veut dire qu'est-ce qu'elle a, nous mettre ses orteils. Mais moi, je vous pose la devant. question à vous, la psychosociologue. La psychosociologue pense que les personnes qui prennent en photo trop leurs pieds, ce sont des personnes qui sont sûres de leurs pas. Ils veulent montrer qu'il y a un certain équilibre entre ce que je veux être et où mes pas me mènent. Ben voilà Ça, c'est la ce que vous devez psychosociologue prendre qui parle. Mais oui, justement, Ben oui. mais justement. Vous savez ce qu'il faut prendre en photo Oui. si vous voulez vous montrer que vous êtes sûr de vous. Oui, il y en a rarement qui prennent sauf si c'est une basket très chère et qu'on voudrait montrer la marque. Je ne sais pas. Alors, Non, alors on les rock selfies pas. mode, Moi, je parlais des orteils en cosmétiques, particulier. etc. C'est pas du tout mon expertise. C'est un message aussi détourné, c'est-à-dire pour ceux qui se disent je ne suis pas dans le phénomène du selfie, donc je ne montre pas mon visage, mais en revanche je te montre mes orteils. C'est aussi un message également. En tout cas, artistiquement parlant, les orteils peuvent montrer le paysage que je suis en train de voir versus le visage qui montre le paysage qui est un petit peu derrière moi. Ne serait-ce que cette différence toujours un peu avec les technique, orteils. c'est pas du tout la même histoire. Ouais. Ce que je suis en train de voir, ce qui est devant ou ce qui est derrière moi. Mais c'est aussi par rapport à la communication, parce qu'on dit que chaque photo, chaque selfie est porteur d'un message. Oui. Clair. C'est aussi qu'est-ce que je dis par une photo de mes orteils, qu'est-ce que je dis par... Oui. C'est Et vrai. qu'est-ce que je ne dis Yasmine, pas il faut et qu'est-ce regarder que les choses, excuse-moi Karima, il faut regarder les choses en dynamique. Les personnes qui partagent, moi le premier, encore une fois, il ne faut pas isoler une photo de son contexte. Il y a une histoire que ces personnes racontent en postant chaque jour. Et vous savez, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire les gens qui peuvent suivre une personne, qui souhaitent la lire chaque jour. C'est parce qu'à un moment, ils ont peut-être identifié un centre d'intérêt commun, que ce soit des selfies sur le maquillage, la cosmétique, la mode, ou sur la philosophie ou la spiritualité ou autre chose. Et ben, le posteur d'images, de photos en général, qu'elles soient selfies ou pas sur les réseaux sociaux, et ben, il a un centre d'intérêt ou un message à transmettre qui peut correspondre à ceux qui le suivent. Absolument. Donc, à regarder en dynamique, c'est-à-dire jour après jour, si je prenais un mois de poste de quelqu'un ou 3 mois ou 1 an, quel aperçu ça me donne sur la personne? À quel point est-ce qu'elle se dévoile? C'est ça qui m'intéresse. Lorsque je partage quelque chose avec vous, qu'est-ce que je dévoile de ma journée? Qu'est-ce que je dévoile de ma personnalité? Qu'est-ce que je garde pour moi? Parce qu'il faut garder son jardin secret naturellement. Et qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je raconte? C'est vraiment la fascination suprême. Mais ça, c'est justement le selfie. Poussée, en fait. Il faut l'avoir, cette lecture. Il faut avoir les pieds sur terre en prenant son selfie. Il faut peut-être, oui, pour le selfie, mais sortir du selfie à tout va. Exactement, c'est celui que je suis venu défendre personnellement. Il y a des selfies engagés, il y a des selfies drôles, on voit des associations. Alors, quel problème ça pose à quelqu'un qui monte une association, qui fait une œuvre caritative, etc., et qui se prend en photo avec? Est-ce qu'il y a de l'ego? Ok. Mais si c'est un ego au service des autres, eh ben, moi je dis bienvenue à cet ego-là qui se met également au service des autres, au cœur d'une action, versus quoi? Versus le vide. Versus quoi? Ce dont on est en train de parler, versus si on enlève tout ça, je ne me mets pas en scène, je ne poste rien, je ne dis rien de moi, etc. C'est un choix, on peut tout à fait vivre sans les réseaux sociaux, surtout notre génération qui avons connu un temps sans les réseaux sociaux, nous pouvons nous en passer ou pas. Alors si ou pas, là il y a une problématique à pointer du doigt. Les gens rentrent dans les réseaux sociaux et sortent sans que ça change
hein, Forcément, sans que ça change leur monde ou le monde, et c'est OK. À un moment, il faut relativiser un petit peu les choses, rentrer le selfie dans un cadre moderne, global, à prendre ou à laisser selon les affinités. On va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Merci de conclure cette émission. Younes Lahiaoui, directeur des publications de Nefs Magazine, Karima Rehani, psychosociologue. Moi, je reste avec vous, le sportif du dimanche. On s'en occupe tout de suite sur Média TV. Allez, on y va. On enchaîne tout de suite avec notre interview santé consacrée aujourd'hui aux sportifs du dimanche. On en parle avec vous, docteur Samir Bensouda. Vous êtes médecin du sport. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Moi aussi, c'est gentil de m'accueillir parmi vous. C'est un plaisir docteur de vous avoir. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par sportif du dimanche? Alors le sportif du dimanche est un sportif occasionnel qui est occupé toute la semaine par son travail et qui ne trouve que le week-end pour pratiquer son activité favorite. Donc en général, c'est quelqu'un de sédentaire, dans la majorité des cas, qui est pris par son travail, dans un travail de bureautique, qui est pris par les transports, par le train-train métro, boulot, dodo, et qui ne trouve que le samedi ou le dimanche pour faire son activité favorite. Donc il s'agit soit de jogging, de marche, de vélo, de sport collectif comme le football ou un autre sport collectif ou la natation, ça dépend. Mais pour vous, en tant que spécialiste, oui. Et dans la mesure où beaucoup de spécialistes de différentes pathologies conseillent l'activité physique, est-ce que cette activité de fin de semaine est bonne pour la santé, est positive pour la santé, ou au contraire, elle pourrait être néfaste? Alors, je ne le répéterai jamais assez, l'activité sportive est toujours bonne pour la santé, en général, quel que soit son profil. Néanmoins, il y a des précautions à prendre pour les personnes qui sont à risque, comme les personnes qui ont des maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète ou d'autres maladies beaucoup plus graves. On ne brûle pas les étapes, on commence par ceux qui n'ont, on va dire visiblement, pas de problème de santé. D'accord. Les personnes qui n'ont pas de problème de santé, est-ce qu'elles doivent faire attention à cette pratique occasionnelle du sport? Est-ce qu'il y a certains conseils? Peut-être éviter, parce que bon, vous l'avez dit, c'est des personnes en général qui sont sédentaires pendant la semaine. Et donc, ils vont donner une charge physique importante à leur organisme en fin de semaine. Est-ce que ça, c'est mauvais pour le cœur, le brutaliser une fois par semaine, entre guillemets? Oui, alors je décris un peu le profil. En général, ce sont des personnes qui se disent être des sportifs depuis leur jeune âge, qui ont pratiqué toute leur enfance ou leur adolescence et qui arrivent à l'âge adulte en étant pris par les activités quotidiennes et par les responsabilités de la vie, et qui sont pris dans le train-train du sédentaire et qui finalement se disent oui, il faut absolument que je bouge, que je retrouve certains réflexes que j'avais avant, et donc je vais me mettre à pratiquer mon activité sportive. Je pense que tout d'abord, il faut choisir son activité sportive. Il faut être à l'écoute de son corps, je pense que c'est très important. Il faut savoir que, je pense qu'il faut commencer progressivement, se donner aller voir le médecin spécialiste pour recevoir quelques conseils sur la pratique à avoir, Mais les sportifs du dimanche, on va dire, ou les sports du dimanche les plus communs, c'est le jogging, vous l'avez dit, la marche. Ça c'est bon, on va dire ça ne brutalise pas le corps. Absolument. Mais c'est aussi le jogging, c'est aussi un bon match de foot. Oui. Est-ce que ça peut être violent pour le corps? Absolument. Vous l'avez dit, en fait, la personne qui est le sportif du dimanche consacre au moins 2 heures à sa pratique du dimanche ou sa pratique du samedi. Pour se rattraper, en fait. Pour se rattraper. Il se dit que si je fais 2 heures le dimanche, ça va couvrir toute la semaine. Les besoins de... En fait, il se dit que oui, je vais faire 2 heures, si ce n'est que la marche à rythme modéré. Donc ça ne pose pas vraiment de problème, ni pour les muscles, ni pour les tendons ou pour les organes nobles. Mais néanmoins, s'il s'agit d'un sport violent comme le football ou d'autres sports comme le tennis est assez violent, lorsqu'on consacre 2 heures de tennis chaque dimanche, on le sent juste après. Donc on le sent au niveau musculaire, ligamentaire et même au niveau ça peut donner des problèmes de douleur au niveau du cœur ou autre chose. C'est dangereux donc. C'est dangereux, voilà. C'est dangereux. Donc il ne faut pas chercher à trop en faire en fin de semaine en fait. Il faut bouger, oui, mais il ne faut pas chercher à trop en faire.
Voilà, donc oui, il ne faut pas chercher à trop en faire, il faut être à l'écoute de son corps. Je pense que chaque personne a son rythme biologique, a son corps, a son potentiel musculaire et donc son potentiel de santé. Et donc là, il faut vraiment aller doucement, je pense, et il faut s'entourer de personnes avisées pour recevoir les conseils qu'il faut, parce qu'il y a un certain nombre de conseils qu'il faut absolument suivre. C'est des conseils personnalisés à la lettre ou on peut les donner aux téléspectateurs maintenant? Je pense qu'il y a quelques-uns qu'on peut nommer. Par exemple, si la personne qui fait du sport a une intensité modérée, ressent une gêne au niveau du cœur, ou une douleur, ou des palpitations, ou se sent un malaise tout simplement lorsqu'elle court ou juste après, donc pendant l'effort ou juste après l'effort, je pense qu'il faut s'arrêter et reprendre son souffle. Si on n'arrive pas aussi on pourrait dire que lorsqu'on fait son activité sportive, si on n'arrive pas à parler à son voisin... Il ne faut pas s'essouffler en fait. Il ne faut pas s'essouffler. Exactement. Ne pas s'essouffler, donc on a parlé de gêne, de douleur, de malaise. Il faut boire quelques gorgées d'eau pendant l'effort. Est-ce que, docteur, justement, il faut sortir de sa tête l'idée qu'en fin de semaine, on peut combler, entre guillemets, les besoins de la semaine en matière d'activité physique? Donner un shot en fin de semaine de 2 heures de sport, ça peut être plus néfaste que si la personne réduisait peut-être la durée, l'intensité et continuer à s'adapter à son rythme de vie professionnel habituel. Alors, si l'on suit les recommandations dans ce domaine, les cardiologues du sport et d'autres spécialistes ont énuméré un certain nombre de conseils qu'il faut absolument avoir en tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser en général 150 minutes d'intensité modérée, de sport modéré et d'intensité modérée pendant toute la semaine. Donc il faut faire ça un jour sur 2. Ou bien alors on pourrait faire 30 minutes chaque jour. Ou, en fait, il faut partager ça sur toute la semaine. De préférence pour éviter de se blesser, pour éviter d'avoir d'autres problèmes. Mais les personnes qui ne peuvent pas, parce que leur rythme professionnel et personnel ne leur permet pas, il ne faut pas essayer de se ruer sur une activité physique en fin de semaine. Ça peut être encore plus mauvais pour l'organisme. Garder une activité physique, oui. Si on devait parler de risques à court terme, vous l'avez dit, on peut avoir des douleurs ligamentaires, musculaires, mais à long terme, est-ce que ce sportif du dimanche, qui malmène son corps en fin de semaine, peut souffrir de troubles plus importants plus tard? Effectivement, c'est une question qui est intéressante parce que, en fait, le sportif du dimanche, en fait, tous les profils ont été vus, c'est-à-dire qu'en fait, il peut ne jamais avoir un problème, ou alors, progressivement dans le temps, ça peut se déclarer un problème musculaire, ou un problème ligamentaire, ou un problème de dos, tout simplement, ou un problème autre, lié surtout à une mauvaise préparation pour l'effort. Oui. Donc, lié à une mauvaise préparation. Donc, en fait, la préparation physique est très importante pour éviter de se blesser. Les étirements ? Les étirements, l'échauffement, l'hydratation. Donc, il faut boire suffisamment. Il faut éviter de faire du sport quand on a l'estomac plein. Donc, il faut garder un certain nombre au moins 2 heures entre le dernier repas et l'activité physique. Absolument. Et bien sûr. Et pensez aux étirements à la fin aussi. Vous parlez de préparation, mais il y a aussi la conclusion de cette activité. Oui, absolument. Donc il y a les étirements, il y a aussi la récupération qu'il faut respecter. Il y a au moins 10 minutes avant et puis 10 minutes après. En fait, entre l'échauffement, les étirements, la récupération, boire un peu d'eau. En fait, il faut être vigilant, quoi. Il faut suivre un certain nombre d'étapes. Pour ne pas se créer de problème. Alors, tout ça, c'est vraiment pour le sportif du dimanche, on va dire, qui est en bonne santé. Oui. Qu'en est-il du sportif du dimanche, en quelque sorte, qui se met à une activité physique parce que son médecin traitant le lui a recommandé? Vous l'avez dit tout à l'heure, le cas des hypertendus, le cas des diabétiques, pour ces personnes qui se mettent du jour au lendemain, peut-être avec un surpoids, une obésité, à marcher, à essayer de bouger, parce que le médecin a dit il faut bouger. Comment ces personnes peuvent-elles bouger sans se faire mal, docteur? Oui, alors c'est important de le répéter. Il s'agit de ces personnes-là à risque, qu'on appelle à risque, sont des personnes qui ont une pathologie sous-jacente, qui ont soit le cœur malade, soit un autre organe noble qui est malade, et qui ont une fragilité musculaire, ligamentaire.
ces personnes-là doivent avoir absolument un programme d'entraînement personnalisé. Je le dis, je le répète, donc il s'agit de voir un professionnel, de consulter un professionnel pour établir un programme d'entraînement avec un suivi biologique, un suivi physiologique, un suivi tout au long de l'année. Mais est-ce que toutes les personnes peuvent se le permettre? Est-ce que les spécialistes sont nombreux? Est-ce qu'ils sont à la portée financière, matérielle de toutes les personnes malades chroniques? Peut-être pas. Donc si on peut en quelque sorte donner des conseils qui peuvent être appliqués par toutes ces personnes, quelle que soit, on va dire, leur bourse aussi. Bien sûr. Donc en général, ces malades qui sont des malades chroniques, en général, ils ont bénéficié ou ils doivent bénéficier d'un bilan biologique au moins une fois par an. Donc ça, c'est important de le signaler et de le répéter aussi. Il faut un bilan biologique qui soit bien complet et bien sûr, avec l'aide de son médecin ou d'un professionnel du sport, choisir l'activité adaptée à son état physique et à son état donc, organique. L'activité physique la plus adaptée à tous, c'est la marche. Je pense que c'est la marche. Mais c'est quel type de marche, docteur Bensouda? C'est une marche rapide ou une marche tranquille? Alors, je pense que pour les malades chroniques, il faut insister que ce soit une marche donc, qui doit être lente au départ, donc progressive, je vais dire, et de manière continue. Donc en fait, plus l'effort est continu et régulier, plus les résultats seront probants. Plus l'amélioration de son état de santé se fera sentir. Voilà. Se fera sentir. Absolument. Et donc, vous l'avez dit, une activité physique qui respecte avant tout le corps. Absolument. Et il faut respecter son corps. Et il faut essayer au maximum bénéficier de conseils des spécialistes. Et c'est pour ça que vous étiez avec nous aujourd'hui. Docteur Samir Bensouda, vous êtes médecin du sport. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, et on peut bien sûr vous revoir à nouveau sur notre site mediantv.com. Merci à toutes et à tous. Au revoir, à bientôt.